Et à l'international, à l'issue d'un entretien qualifié de ferme avec Benjamin Netanyahou à Washington, hier, la vice-présidente américaine a promis de ne pas rester silencieuse face aux souffrances des civils et a insisté sur la nécessité de conclure un accord de paix et ce, sans tarder. Un changement de ton de Kamala Harris est donc perceptible par rapport à la politique de Joe Biden sur Israël. Si elle a offert un soutien fort au droit d'Israël de se défendre contre le terrorisme, ne s'écartant pas là de Biden sur le plan politique, elle a aussi déclaré que beaucoup trop de civils innocents étaient morts dans l'enclave palestinienne. Toujours à ce sujet, je vous rappelle que les négociations de cessez-le-feu sont toujours engagées mais restent compliquées. Pour autant, malgré l'optimisme d'un haut responsable américain qui affirme que les négociations sont entrées dans leur phase finale, ce matin, nous avons appris qu'Israël veut de nouvelles modifications du plan prévoyant un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération des otages encore détenus par le Hamas, compliquant la conclusion d'un accord après plus de 9 mois de combats ravageurs dans l'enclave palestinienne. Les revenus au Japon devraient augmenter à nouveau en termes corrigés de l'inflation si le yen continue de se renforcer, mettant enfin un terme à une baisse record et démoralisante des salaires réels. L'Institut japonais de recherche anticipe en effet une croissance positive des salaires au cours du trimestre juillet-septembre en supposant un taux de change de 155 yens pour $1. Mercredi dernier, la monnaie a franchi ce niveau et a poursuivi sa progression, effectuant un retour spectaculaire depuis le niveau de près de 162 yens du début juillet. Il semble plus possible que la faiblesse du yen soit actuellement à son apogée et que la monnaie commence à s'apprécier, a déclaré un expert de l'Institut de recherche du Japon. Ce matin, la parité dollar-yen était à 153. Contre toute attente et selon une première estimation, l'économie américaine aurait progressé plus qu'anticipé au deuxième trimestre. Le produit intérieur brut réel qui mesure l'ensemble des biens et services produits au cours de la période allant d'avril à fin juin a augmenté à un rythme annualisé de 2,8%, corrigé des variations saisonnières et de l'inflation. Les économistes interrogés misaient eux sur une croissance de 2,1% après, je vous le rappelle, une hausse de 1,4% au premier trimestre. Cette croissance, en forte accélération, est principalement attribuable à l'augmentation des dépenses de consommation, des investissements dans les stocks et des investissements des entreprises. En revanche, les importations qui pèsent sur le PIB ont bondi de 6,9%, soit la plus forte hausse trimestrielle depuis le premier trimestre 2022. Du côté de l'inflation, les nouvelles sont plutôt bonnes. L'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice PCE, un indicateur clé de la Réserve fédérale, a augmenté de 2,6% sur le trimestre contre 3,4% au premier trimestre. Hors alimentation et énergie, les prix à la consommation des ménages, sur lesquels la Fed se concentre encore davantage en tant qu'indicateur d'inflation à long terme, ont augmenté de 2,9% contre 3,7% au cours de la période précédente. Une autre variable clé, les ventes finales aux acheteurs privés nationaux, que la Fed considère comme un bon indicateur de la demande sous-jacente, ont accéléré à un rythme de 2,6%, le même rythme qu'au trimestre précédent. Toutefois, le rapport indique également que le taux d'épargne personnelle continue de ralentir à 3,5% pour le trimestre contre 3,8% au premier trimestre. Pour les experts, d'un côté, la croissance économique est solide, ni trop forte, ni trop faible, et de l'autre, l'inflation semble aller dans le sens de la Fed. La conjugaison de ces deux variables milite donc pour un assouplissement de la politique monétaire avec une baisse des taux d'intérêt probablement en septembre. Vous le comprenez donc bien, la hausse de la croissance américaine est de bon augure pour une accélération de la productivité, ce qui ralentirait le rythme de l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et, in fine, les pressions sur les prix. Vous l'avez donc bien compris, la reconstitution des stocks des entreprises américaines a été une des variables de soutien à l'économie outre-Atlantique au T2 et il est des acteurs qui ont su en tirer profit. Ces acteurs, ce sont les géants du transport maritime dont fait partie CMA-CGM. Le groupe de Maxime Saada a publié hier ses résultats trimestriels. Des résultats trimestriels en légère baisse, mais l'activité reste bien orientée grâce à une demande mondiale de transport très dynamique. Aux États-Unis, en effet, la reprise de
la consommation et un effet de reconstitution des stocks, expliqué en partie par l'anticipation de droits de douane plus élevés pour les produits chinois aux États-Unis, ont permis au groupe de dégager plus de 1,4 milliard de dollars de résultats nets au premier semestre. En outre, la crainte de potentielle grève des dockers de la côte est américaine à la rentrée a été également un facteur de soutien à l'activité. Quant aux exportations de la Chine vers les États-Unis, elles ont augmenté de 10% sur 3 mois, 2 fois plus qu'un an plus tôt. Résultat, le numéro 3 mondial du conteneur et le numéro 5 de la logistique a ainsi enregistré une hausse de 6,8% de ses volumes au deuxième trimestre sur un an. Désormais, CMA-CGM s'attend à ce que le marché du transport maritime se stabilise plus tard cette année, après un premier semestre dynamique, et reste relativement équilibré en 2025, avec une demande qui devrait rester solide, tandis que l'afflux de nouveaux navires devrait diminuer. Dans le détail du compte de résultat, le groupe a publié un chiffre d'affaires stable à 24,9 milliards de dollars. Le résultat net est lui ressorti en baisse de 58% par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice 2023, mais ce repli s'explique par la baisse des revenus financiers après l'utilisation de trésorerie pour des acquisitions et des effets de change négatifs. Faisons maintenant un petit tour des publications marquantes et mauvais souvenirs. Les actions de la New York Community Bank ont flanché de 10% hier. La banque régionale basée à Hicksville dans l'État de New York a en effet annoncé avoir passé des provisions importantes et lancé un examen de 75% de son portefeuille dans l'immobilier commercial. Hermès a publié, lui, de son côté, un chiffre d'affaires en hausse de 13,3% au T2 à taux de change constant à 3,70 milliards d'euros. Ce chiffre est quasi conforme aux attentes des analystes qui avaient modélisé, eux, une hausse de 13%. Et malgré des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, la direction administrative et financière confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à moyen terme à taux constant, et ce, de façon ambitieuse. Avant de regarder ce qu'il s'est passé sur les marchés financiers hier, jetons un œil à ce qu'il faut suivre aujourd'hui, vendredi 26 juillet. Et sans surprise, les investisseurs poursuivront le dépouillement des publications d'entreprises, avec en guest les publications d'Air Liquide et Capgemini. La publication de l'indice, alors petite précision, Capgemini a publié ce matin et Capgemini bien réduit ses objectifs de chiffre d'affaires 2024. Le groupe de conseil et de services informatiques anticipe désormais un chiffre d'affaires à taux de change constant ajusté au mieux en repli de 0,5% et au pire en repli de 1,5%. Le groupe prévoit en revanche toujours une marge opérationnelle comprise entre 13,3 et 13,6%. Quant à la génération de free cash flow organique, elle devrait être d'environ 1,9 milliard de dollars. Voilà donc pour les publications de ce jour. Du côté macroéconomique, la publication de l'indice PCE à 14h30 outre-Atlantique sera également très surveillée. Et pour les amoureux d'histoire, de culture et de sport, ne manquez surtout pas l'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, contre toute attente, les principaux indices actions ont fini en ordre dispersé. Plombés par Wall Street et les valeurs du luxe, la journée avait pourtant très mal commencé, mais la détente obligataire aux États-Unis a redonné du baume au cœur des investisseurs. À Paris et à Francfort, les indices phares ont respectivement reculé de 1,15 et 0,45%. À Paris, miné par le secteur automobile et ST, Micro et Kering, le CAC naviguait toujours sous les 7500 points, à 7427 points. Le DAX, lui, se négociait en fin de journée à 18 303 points. À Londres, le FTSE a lui réussi à garder la tête hors de l'eau. Pourtant, à l'image de ses homologues européens, il a navigué une grande partie de la journée en territoire négatif, jusqu'à ce que les investisseurs britanniques prennent connaissance de la première estimation de croissance du PIB américain pour le T2. L'indice phare britannique a également été soutenu par la probabilité de plus en plus forte que la Bank of England baisse ses taux lors de sa prochaine réunion le 1er août prochain. Ainsi, le FTSE a gagné 0,4% à 8186 points. Aux États-Unis, la rotation sectorielle est toujours bien en place. Les principaux indices ont clôturé en ordre dispersé, alors que les investisseurs modélisent toujours les premiers résultats publiés la veille par 2 des 7 magnifiques. Les résultats décevants de Tesla et Alphabet ces semaines ont en effet renforcé
renforcer les inquiétudes concernant les valorisations excessives et l'engouement peut-être un peu trop prononcé autour de l'intelligence artificielle. Le Dow Jones a pris 0,2% à 39 935 points. Le S&P 500 a reculé de 0,51% à 5 399 points. Le Nasdaq a lui cédé 0,93% à 17 181 points. Quant au Russell 2000, l'indice des petites capitalisations américaines, il a lui gagné 1,3%. Sur le marché des taux souverains, le rendement du Bund à 10 ans a clôturé en baisse d'environ 3 points de base hier à 2,419%. À l'heure de la clôture à Wall Street, après une séance volatile, le rendement à 10 ans est tombé à 4,255% contre 4,285% la veille. Enfin, les prix du pétrole ont fait les montagnes russes hier après avoir ouvert dans le rouge alors que les opérateurs ont toujours des doutes à l'endroit de la robustesse de l'économie chinoise. La première estimation de croissance américaine a finalement dopé les cours. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison septembre a ainsi gagné 0,8% pour clôturer à 82,37 $. Quant au baril de WTI, le West Texas Intermediate de même échéance, il a lui pris 0,88% à 78,28 $ l'unité. Voilà donc pour le tour de cette actualité. Et dans un instant, nous retrouverons Antoine Quesada et son chrono caca tout de suite sur TV Finance.